Agnon, c'est Clochette Kelly. Aujourd'hui, je vais vous présenter des livres d'occasion, des livres de chez François Zir, des livres qu'on m'a offerts et des livres que j'ai achetés. Et un petit bonus à la fin. Je vais d'abord commencer par les livres d'occasion que j'ai eu grâce à une fille qui a ouvert un groupe Facebook, les bouquins de Véro. Il y en a beaucoup. Nous avons Patricia Cornouaille, la séquence décor. C'est tous des livres que je ne connais pas, parce qu'en général, quand j'achète des livres, ce sont en général des livres que je ne sais pas ou que j'ai très peu d'informations. Je ne vais jamais vers des livres qui ont été best-sellers ou quoi que ce soit, sauf Harry Potter. Ça parle d'une fille qui aurait disparu et des années après aurait été retrouvée. Et après, des indices sinistres, Temple Gold, que n'ont sûrement pas oublié les lecteurs d'une peine d'exception. C'est une suite. Donc l'affaire se complique gravement lorsqu'un policier local, Ferguson, est retrouvé mort à son tour victime d'une mise en scène érotique des plus singulières. Donc à voir ce que ça donne, parce que je ne connais pas. Ensuite, nous restons avec Patricia Cornouaille, une peine d'exception. Donc il faut d'abord lire peine d'exception et après lire la séquence des corps. Donc étrange cérémonial de préparer l'autopsie d'un homme qui n'est pas encore mort. C'est pourtant en quoi s'occupe le médecin légiste Keith Carpenter en ce soir de décembre en attendant le corps de Ronnie Joe Waddell qui ne sera officiellement déclaré mort sur la chaise électrique à 23h05. Cette même nuit, le corps d'un adolescent de 13 ans est découvert mutilé contre une benne à ordures et l'on relève sur les lieux du crime l'empreinte digitale d'un homme qui ne peut pas être coupable, cette même empreinte qui a fait condamner Waddell. Grâce à Cédric Armen, qui parle toujours de cet auteur, qui lui voue un amour immense, on dira, j'ai voulu découvrir l'auteur Amélie Nothomb. Donc, toujours avec les bouquins de Véro, je lui en avais pris 2 et elle m'en a offert un. Je crois que c'est celui-là qu'elle m'a offert. Métaphysique des tubes. Et le résumé est: parce qu'elle ne bouge pas et ne pleure pas, se bornant à quelques fonctions essentielles, déglutition, digestion, excrétion, ses parents l'ont surnommée la plante. L'intéressé se considère plutôt à ce stade comme un tube. Mais ce tube, c'est Dieu. Le lecteur comprendra vite pourquoi et apprendra aussi la vie de Dieu n'est pas éternelle, même au pays du soleil levant. Ensuite, il y a donc acide sulfurique. Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus et il leur a fallu le spectacle. Il a l'air très intéressant. Moi, j'aime beaucoup la couverture. Stupeur et tremblement. Toujours Amélie Nothomb. Donc l'histoire se passe au début des années 90. La narratrice est embauchée par Yumimoto, une puissante firme japonaise. Elle va découvrir à ses dépens l'implaçable rigueur de l'autorité d'entreprise en même temps que les codes de conduite incompréhensibles aux profanes qui gouvernent la vie sociale au pays du soleil levant. D'erreur en maladresse et en échec commence alors pour elle, comme dans un mauvais rêve, la descente inexorable dans les degrés de la hiérarchie jusqu'au rang de surveillante des toilettes, celui de l'humiliation dernière. Une course absurde vers l'abîme, image de la vie où l'humour percutant d'Amélie Nothomb fait mouche à chaque ligne. C'est une auteure assez connue, mais celui-là je ne le connaissais pas du tout. Mary Higgins Clark, La nuit du renard. Et celui-là je l'ai pris justement à cause de la couverture. J'ai trouvé la couverture belle. Donc le résumé est La nuit du renard, un de ces livres à suspense qui n'est pas question de poser avant d'être arrivé à la dernière page. On serait même tenté parfois de regarder comment il finit pour pouvoir supporter la palpitante angoisse de tous ces rebondissements. Steve Patterson a perdu sa jeune femme étranglée par un inconnu dans la maison de Connecticut. Tous les témoignages, notamment celui de Nell, leur petit garçon, qui leur était présent lors de l'assassinat de sa mère et qui en garde une vision épouvantée, accablant Ronald Thompson, lequel est finalement condamné à la chaise électrique, mais ne cesse de clamer son innocence. On est à la veille de l'exécution et voilà
qu'un jeune journaliste et le petit Nell sont kidnappés. Ensuite, j'ai parlé sur mes réseaux sociaux, le challenge avec Upton Book, et qui au mois d'avril m'avait envoyé Patrice Pélissier, L'Ange et le Loup, que j'avais lu, et que j'avais fait un article sur mon blog pour vous dire ce que j'en pensais. Donc nous sommes dans les années 1996 et un drame survient dans une petite ferme bleue en Auvergne, si je ne me trompe pas. Et ce qui a vraiment remué et choqué le village. Un village qui s'appelle comment, je ne sais plus. Donc retrouvez mon avis sur mon blog. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et j'y reviendrai lors de mise à jour des lectures. Nous avons 2 livres que ma soeur m'a donné, que je ne connais pas non plus. Glenn Coot, Les Annales de la Compagnie Noire 2, Le Château Noir. Donc je crois que c'est une suite de bouquins, ce que j'avais regardé un petit peu là. Et il y avait les Annales de la Compagnie Noire. Et je ne sais pas du coup si c'est le bon tome pour commencer ou non. Et donc ça parle de disparitions qui se succèdent dans la ville de Genepi. Cadavres et vivants se volatilisent, proie d'un mystérieux commerce nocturne. Y a-t-il un rapport avec le Château Noir, cette sombre éminence qui domine la ville, cette verrue monstrueuse qui semble croître de jour en jour? Possible. En tout cas, la dame semble prendre la menace très au sérieux et dépêche la compagnie sur place pour voir de quoi il retourne, coincé entre l'horreur qui grandit aux abords du château et la peur qui lui inspire son commanditaire. La légendaire Compagnie Noire pourrait bien envisager pour la première fois de son histoire de rompre son contrat et de redéfinir ses allégeances. C'est les dossiers Dresden, Jim Butcher, Masque mortuaire. Pour une fois, les affaires sont bonnes, un peu trop même. Harry Dresden, le seul magicien professionnel de Chicago, est carrément débordé. Et voilà que surviennent quelques menus imprévus. Le champion de la cour rouge des vampires a décidé de le tuer en duel pour mettre fin à la guerre entre vampires et magiciens. Le suaire de Turin porté disparu, Harry n'est pas le seul à sa recherche. Une troupe de démons est aussi sur le coup et ça ne les dérangerait pas tant qu'à faire de prendre l'âme d'Harry au passage. Ah oui, Murphy lui a aussi demandé d'enquêter sur un mystérieux cadavre retrouvé sans tête ni main. Il y a des jours où sortir du lit n'est vraiment pas payant et quel que soit vos tarifs. Concrètement, moi en librairie, j'en ai pris 4. Donc le texte du film d'Harry Potter. De J.K. Rowling, Les Animaux Fantastiques. Donc c'est juste le texte du film. Et moi je me suis jetée dessus sans regarder. Donc je pensais que c'était en fait qu'ils avaient retranscrit le film vraiment comme Harry Potter. Enfin je veux dire, c'était vraiment l'histoire du film et non pas le texte du film. Je suis fan de J.K. Rowling, donc du coup... fangirl quoi. Et j'ai voulu prendre un livre bilingue. Donc dedans il y a 2 nouvelles, Les Affaires d'honneur, Les Yeux bleus. Donc l'histoire est racontée comme ceci. Donc un côté nous avons en espagnol et d'un autre côté nous l'avons en français. Donc voilà, donc Une affaire d'honneur raconte l'histoire dans l'atmosphère lourde, pauvre et austère de l'Extrémadure. Un routier ancien taulard rencontre une jeune vierge de 16 ans vendue par son maquereau à un entrepreneur corrompu. Le camionneur devient alors défenseur de la morale et de l'honneur. Une idylle romantique pourrait-elle fleurir dans un environnement si sordide? Et Les Yeux bleus, 30 juin 1520, les troupes de Hernán Cortés quittent la ville de Tenochtitlan, Mexico, poursuivis par les Aztèques. Parmi les soldats espagnols, un homme aux yeux bleus, un sac d'or sur l'épaule, s'apprête à fuir la capitale assiégée. Il sait que cette nuit, sous une pluie battante, chacun tentera de rejoindre Tacuba, puis Veracruz. Nous sommes au cœur de la nuit triste. Stephen King, ça. Donc c'est un film qui est très connu, c'est un téléfilm qui était sorti il y a quelque temps, je ne sais plus quelle année. Donc ça c'est une histoire qui commence avec un petit garçon qui disparaît
Et son frère sait que c'est pas naturel et s'ensuit des événements mystérieux. Et 27 ans plus tard, l'appel dans eux les réunit dans leur lieu d'enfance et ils vont combattre ça. Les larmes rouges du citron vert de Lucie Brasseur, qui n'est pas un auteur très connu. Et le livre a été financé par les abonnés, je crois. Au Galaxy, lieu d'accueil de la SDF à Paris, Amy, bénévole de 29 ans, rencontre Mélanie avec qui elle essaie de créer une relation de confiance. Mais la jeune femme est retrouvée morte quelques jours plus tard. Par la suite, tous ceux avec qui Amy tissera des liens seront assassinés violemment. L'enquête piétine, la police semble impuissante et Amy, bouleversée par ces événements, décide de mener sa propre enquête. Formant un duo atypique avec un jeune inspecteur, entre attirance et hostilité, elle va plonger dans les eaux troubles d'un milieu dangereux et inconnu avec ses cordes et ses mystères. Thriller, drame social, jeu de séduction. Un livre que j'ai commencé à lire, ou presque terminé. C'est un recueil de nouvelles avec Le Citron de Kadi Motogero, dont je vous parlerai pendant la mise à jour des lectures du mois d'avril. Un autre Stephen King qui m'a été offert par mon chéri. Les deux livres qui vont suivre, c'est mon chéri qui me les a offerts. L'année du loup. Et regardez ça. Le livre est tellement beau. Donc chaque mois, il y a un chapitre correspond à chaque mois. Donc tout a commencé en janvier, une nuit de pleine lune. Le premier hurlement fut celui d'un employé des chemins de fer quand il sentit les crocs lui déchirer la gorge. Depuis, chaque nuit de pleine lune, la petite bourgade de Tracker's Mills est en proie à l'horreur. Qui sera le prochain? Mais regardez-moi ces illustrations. Ces magnifiques dessins. Mois d'août. Il est tellement beau ce livre. Il y en avait un que j'aimais bien. C'est celui-là. Celui-là, je le trouve tellement beau. Dramatique et beau. Voilà, c'est ça le mot. Ça. C'est magnifique, hein. Et celui-ci. Higinio Morales, Souvenirs d'autrefois, des éditions Baudelaire. Arrivé en France à l'âge de 10 ans, petit émigré espagnol, prêt à rencontrer son destin, l'auteur nous parle à travers les ans de l'enfance en Espagne à sa vie passée en France et raconte toujours avec nostalgie une Andalousie qu'il n'a connue que sur le tard. Et ce livre, j'ai trouvé la couverture mais tellement belle. Je sais pas ce qui m'a attiré exactement, c'est ce côté-là. Je sais pas comment expliquer, mais c'est la couverture qui m'a attirée. C'est pas le résumé en lui-même. Je pense que le résumé a fait le reste par la suite. Mais la couverture est tellement belle. Et ensuite, Clochette Kelly présente les éditions Clochette Vainqueur. J'ai vu sur les réseaux sociaux ce livre et j'ai voulu l'acheter pour mes enfants. Donc de l'autre côté de la rivière, Noé espère retrouver Esther, l'amoureuse de ses rêves, mais chut, c'est un secret. J'ai les images, les dessins sont vraiment très beaux. Ils sont beaux les dessins. Donc je ne l'ai pas encore lu et il me tarde de pouvoir la lire à mes enfants. Les dessins sont beaux, puis c'est vraiment, ça explique certaines choses, je pense. Nous en sommes déjà à 17 livres. Et c'est pour finir. Donc dans le club France Loisirs, donc comme je me suis inscrite au club, j'avais le droit à 3 livres et j'en ai pris un en plus. Et j'ai pris La Galerie des Jalousies de Marie-Bernadette Dupuis. Donc la Galerie des Jalousies. Donc voilà. Donc l'histoire se passe en 1920. Donc voilà, donc une histoire qui se passe en 1901, donc ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2. Et voilà, donc des disparitions, des morts, plein de choses. Et ensuite, le pacte interdit de Henri Bellotto. Aïe.
Une petite fille choyée à l'excès, une autre seule au monde, deux enfances bien différentes et pourtant dangereusement liées. Après des années de vaines tentatives, Lisbeth apprend qu'elle est enceinte. Seule ombre au tableau, sa fille risque de développer un jour la maladie de Kromsky. Nelly grandit gâtée par des parents aimants et dévoués. Elle a 5 ans quand les premiers symptômes se manifestent. Infirmière, Elena travaille dans un hôpital ultra sécurisé, la vie coupée du monde, une petite fille qu'elle a baptisée Laura. Le règlement l'interdit, mais l'attachement grandit entre elles. Pour sauver la vie de Nelly, celle de Laura est menacée. Elena décide alors de soustraire l'enfant à son terrible destin, une fuite que certains sont prêts à interrompre par tous les moyens. Tamara McKinley, Les orages de l'été. 1947, accompagnée d'un ami d'enfance secrètement amoureux d'elle, Olivia retourne en Australie, sa terre natale, où sa mère Eva vient de mourir avant de disparaître. Cette dernière lui a transmis des documents qui ont ébranlé ses certitudes concernant ses origines. Sur place, Olivia retrouve sa sœur aînée qui cultive à son égard une franche hostilité. Les archives déléguées par leur mère seraient-elles à l'origine d'une telle animosité? Aidée par Maggie, la gérante de la pension où elle loge, Olivia tentera de percer un à un les secrets qui narment son enfance. Donc je vous annonce officiellement que j'ai mon premier partenariat avec les éditions Baudelaire qui m'ont envoyé 5 livres. Donc nous avons 3 recueils de poèmes, mes écrits de longue date de Marielle Legrand, écrire un livre, le rêve d'une ado de 14 ans, mais voilà, j'avais 14 ans et pourtant rien n'était possible. J'avais l'impression de ne plus rien savoir à cause de soucis qui m'avaient pris jusqu'à mes rêves, alors j'écrivais et ce qui me venait arrivait en poésie, des crêpes Suzette. Nous étions en 86 et j'avais envie de croquer la vie quand même. Même si je pensais ne jamais pouvoir être maman, ne jamais pouvoir conduire, ne jamais pouvoir écrire. Nous avons donc Envie de Pauline Veillé et le poème sur le dos est très tendancieux, donc je ne sais pas si je peux lire ça en vidéo. Mais rien que le titre parle de lui-même. De la croix à la rose, Catherine Ponce l'a signé. Écrire afin d'essayer de partager l'ineffable, l'expérience ultime, l'envie de marcher ensemble sur le chemin de croix souvent ardu, tenter de laisser s'ouvrir le cœur et à l'intersection de notre verticalité divine et horizontalité humaine pouvoir cueillir la rose. Tieg, Guillaume Poncelet. L'humanité est séparée en deux. Une partie s'est entièrement tournée vers la technologie alors que l'autre l'abandonnant complètement. Vie recluse sur une planète éloignée des systèmes technologiques, Mike Plant, un jeune boissérien de 3e cercle, en a assez de vivre en autarcie. L'univers l'appelle et il est bien décidé à lui répondre. Pour le meilleur et surtout pour le pire, le voilà embarqué dans des aventures qui lui feront découvrir des mondes entièrement inconnus. Et un tout autre monde de vie régi par les nouvelles entreprises interplanétaires ayant pris le pouvoir des multicis. Quitte même à ce qu'au détour d'un chemin, il se découvre lui-même. Et Il ne s'est rien passé de Henri Jaubert. Une couverture assez simple d'ailleurs. J'aime bien les couvertures comme ça. Un peu moins celles qui accrochent, mais celle-là est toute douce. Il ne s'est rien passé et pourtant, le narrateur, bien malgré lui, est au centre d'une histoire incroyable qui débute à la chute du mur de Berlin en 1989 et ne connaîtra son dénouement qu'en 2016. Et si la France était passée à côté d'une catastrophe il y a quelques mois? Au lecteur de faire la part de ce qui relève de l'imaginaire, de l'auteur et de ce qui appartient à la réalité. Mais et si tout était vrai? Un conte humoristique et pourtant tout en profondeur et en subtilité. Donc voilà pour les éditions Baudelaire, donc mon premier partenariat. Donc j'ai de la lecture. Je mettrai un par un
ce que je pense des livres sur mon blog et dans la mise à jour de lecture d'avril, je dirai ce que j'en ai pensé de vive voix. Mon premier partenariat, et je remercie énormément les éditions Baudelaire de me faire confiance et de me permettre de continuer, enfin de commencer mes chroniques littéraires, que ce soit avec mes vidéos ou sur mon blog. Et je suis vraiment contente pour ce partenariat, donc j'espère que ça puisse continuer. Et voilà. Donc en attendant de vous retrouver pour des prochaines vidéos, je vous dis à bientôt. Lisez beaucoup. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et adieu!